Qui sommes-nous? Où allons-nous? Dans quel état économique errons-nous? La pandémie de Covid-19 a plongé l'humanité dans un état de stress aigu. Au-delà de la crise économique, nous connaissons une crise de modèle et aussi une crise de l'information. Les chiffres sont convoqués pour nous faire croire tout et n'importe quoi. C'est dans ce contexte qu'Olivier Berruyer et d'autres ont décidé de créer le média indépendant Elucide. Elucide publie des tribunes et des chroniques, mais aussi et surtout des graphiques expliqués qui nous permettent de comprendre un peu mieux les enjeux de ce qui nous arrive, de ce qui arrive à nos économies. Olivier Berruyer a la particularité d'être actuaire, c'est-à-dire spécialiste des statistiques et des mathématiques financières. Nous parlerons ensemble de ce que l'amas de chiffres qui sont rendus publics nous disent de notre époque et nous évoquerons aussi le rôle des médias dans l'atmosphère délétère actuelle qui se caractérise par la montée en France d'idées fascisantes, voire carrément fascistes. Bonjour Olivier. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi Elucide ? Eh bien, Elucide, c'est un nouveau média indépendant en ligne, comme tu viens de le dire, qui, comme son nom l'indique, le nom qui fait référence au mot élucider, qui signifie expliquer, rendre clair ce qui est obscur. Ça résume finalement la philosophie du projet, parce qu'on voit que les citoyens sont perdus finalement entre les propagandes de tous bords, propagande un peu des médias mainstream qui relaient la propagande gouvernementale, mais aussi les diverses propagandes qui sont sur Internet, sur les réseaux sociaux. Les gens ont beaucoup de mal à démêler le vrai du faux. Et donc c'est ce qu'on veut leur apporter avec Elucide, un espèce de patrimoine de données, de connaissances fondamentales pour pouvoir décrypter l'actualité, comprendre le monde dans lequel on est, comprendre donc où va le monde, pour finalement redonner le pouvoir aux citoyens. C'est ça notre objectif. C'est un peu un que sais-je, en tout cas une série que sais-je en ligne disponible pour le plus grand public. Il y a un peu de ça en fait. Il y a 4 piliers dans Elucide. Le premier, c'est ce qui en fait le cœur finalement, ce sont des analyses graphiques pour comprendre le monde. On fait un papier dans lequel il y a un certain nombre de données visuelles et avec des explications en allant un peu au fond des choses. Si je prends un exemple, je ne sais pas moi, sur le PIB, on va vous présenter non pas ce que va vous faire un média classique, juste à la rigueur, on en est du PIB, mais finalement, c'est quoi le PIB, comment ça marche, comment ça se calcule, et on vous fait quelques graphiques pour que vous compreniez sur un temps long où on en est. Donc c'est ces espèces de données fondamentales sur plein de sujets. Ça sera l'économie, l'environnement, la société, la démocratie. Donc ça permet déjà de bien comprendre le monde. Le deuxième pilier, on a voulu faire une bibliothèque d'autodéfense intellectuelle. Toutes les semaines, on sort la synthèse d'un livre qu'on considère important pour l'esprit critique. Et on résume ça de façon assez dense. Il faut à peu près pas une demi-heure pour lire, donc c'est assez complet, c'est pas juste 3 lignes. On comprend vraiment le livre pour faire gagner du temps aux gens à un moment où peu de personnes ont le temps de lire un livre par semaine. Le troisième pilier, c'est des opinions, c'est des tribunes d'experts qui vont avoir le temps de s'exprimer sur du temps long pour éclairer les citoyens. Évidemment, nous, on s'inscrit vraiment dans le temps long. On n'est pas sur le buzz, on n'est pas sur la réaction immédiate, on n'est pas sur la réaction d'ailleurs à des sujets futiles qui polluent le débat actuel. On leur laisse le temps de s'exprimer et de permettre aux citoyens de comprendre. Alors, c'est combien l'abonnement à Elucide? Est-ce qu'il y a du contenu gratuit? Alors, il y a des contenus gratuits. Il y a d'ailleurs des contenus aussi qui sont rendus gratuits par le vote des lecteurs. Parce que voilà, l'idée, nous, c'est de s'ouvrir au maximum. On est une entreprise solidaire de presse. On n'est pas là pour faire du profit. L'entreprise est possédée par ceux qui la font vivre. Il n'y a pas d'actionnaire extérieur. Il n'y a pas de milliardaire, évidemment, qui nous a soutenus. On est totalement indépendant. Il n'y a pas de publicité. Donc, on ne vit que des contributions des lecteurs. Et donc, l'abonnement commence à 7 € par mois avec différentes formules. Mais on peut découvrir le site plusieurs semaines pour 1 € de façon à se faire son opinion. Mais je tiens à préciser qu'il y a un 4e pilier qui est gratuit, c'est une chaîne YouTube, Elucide, qu'on a lancée, avec d'ailleurs une très belle interview de Paul Jorion que vous aviez reçue ici sur ce plateau, qui explique la finance et qui explique d'ailleurs les problématiques d'évolution et d'avenir de l'espèce humaine. On a voulu que ce soit gratuit pour qu'il n'y ait pas un paywall ou une chaîne réservée uniquement aux abonnés, parce que pour nous, je répète, l'idée c'est d'avoir de l'éducation populaire, mais bon voilà, hélas, pour faire de l'information surtout aussi dense et longue, il faut aussi un modèle économique pour pouvoir pour pouvoir faire poids face aux propagandes de tous bords, soit payées par les milliardaires, soit fournies gratuitement par des charlatans ou des manipulateurs. Alors, pour
que tout le monde comprenne le projet et en quoi il peut être stimulant intellectuellement. Je voulais qu'on analyse 4 des graphiques que vous avez publiés. Le premier, c'est finalement l'évolution de la composition de l'actif de la Banque centrale européenne entre 1999 et 2021. On se dit, mais c'est trop compliqué, c'est trop technique, on ne va pas s'en sortir. Mais en fait, non. On voit déjà apparaître un certain nombre de réalités à l'œil nu. Par exemple, les actifs de la Banque centrale, ça peut être des titres, des créances sur des banques, des avoirs en or, des créances sur des résidents, sur des non-résidents, etc. Et on se rend compte que, à partir donc de la crise de 2008, la proportion des titres en euros, parce qu'il y a des avoirs en euros et des titres en euros, oui. La proportion des titres en euros explose. Et on veut comprendre pourquoi. C'est quoi un titre en euros? C'est quoi, disons, c'est quoi les différents les composants de l'actif de la Banque centrale et pourquoi les titres en euros augmentent autant? C'est ce qu'on a envie de faire. C'est que, voilà, dit comme ça, on va se dire, oh là là, l'actif de la Banque centrale, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, on va aller voir, c'est super simple, en fait, parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails. Il suffit de regarder deux grosses tendances. Mais ça qui est intéressant, c'est que déjà, je pense que la plupart des gens qui nous regardent n'ont aucune idée de ce qu'il y a dans le bilan de la Banque centrale et ni l'évolution. Et c'est ça surtout qui est très problématique dans ce qui se passe. Et pourtant, cette espèce de bilan de la Banque centrale, je rappelle, c'est juste la monnaie. C'est ce qui fait tourner l'économie, c'est ce qu'on a sur notre compte d'épargne et c'est avec quoi notre employeur nous paye. Donc il vaut mieux comprendre ce qui se passe au niveau de la monnaie. Je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a 2-3 trucs simplement sur ce graphique à comprendre. Si vous regardez l'évolution, vous la voyez dans le bilan exploser déjà. Vous voyez que le total augmente. Or, c'est un graphique qui est corrigé de l'inflation, donc normalement, ça ne devrait pas changer. Il n'y a pas de raison économique fondamentale qui fait que, tiens, ça monterait naturellement. On voit très bien que... Parce que la population n'a pas explosé non plus. C'est ça, l'économie n'a pas explosé, on n'a pas 22% de croissance par an. Donc il n'y a pas de raison que ça évolue beaucoup. Bon, c'est le bilan de la BCE, donc il commence effectivement au début des années 2000. Si on regarde le bilan de la Banque de France, en fait, il est assez stable aussi depuis très très longtemps. Et on voit que, évidemment, ça commence à monter fortement autour de 2004-2005 et ça explose vraiment en 2015. Qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a 2 raisons à ça. C'est pas au moment de la crise de 2008 que ça augmente. Non, ça commence à augmenter avant. Et en fait, c'est ça dont j'ai envie de vous parler. C'est quels sont les 2 événements fondamentaux à comprendre parce qu'on en subit les conséquences assez fortement. Le premier, si ça démarre dans les années 2003, 2004, 2005, en fait, ça correspond à l'explosion des bulles immobilières en Europe. C'est-à-dire que, comme c'est la Banque centrale, elle prête aussi en partie de l'argent aux banques, les banques prêtent de l'argent aux emprunteurs. Et donc, ça commence à augmenter, c'est que, comme les prix d'immobilier augmentent, ça veut dire qu'il faut emprunter de plus en plus d'argent pour acheter un appartement. Et donc, il faut créer de la monnaie de plus en plus pour permettre ces achats. Et cette création monétaire permise par les banques entretient la bulle, parce qu'évidemment, s'ils ne créaient pas la monnaie, il n'y aurait pas de bulle, puisqu'il n'y aurait pas d'argent pour payer ça. Donc, en fait, ce qu'on voit apparaître, c'est qu'on a laissé vraiment propager une bulle immobilière, parce qu'on aurait pu essayer de lutter contre. Mais ça, néolibéralisme, non, on laisse faire le marché, tout va très bien. On a vu évidemment la bulle immobilière aux États-Unis, ce que ça a donné en 2008, mais non, ça explose au niveau de la crise des subprimes. Donc ça aurait pu exploser aussi en Europe? Oui, ça a explosé. La bulle s'est dégonflée dans beaucoup de pays. Il y a 2-3 pays où ça n'a pas dégonflé, c'est chez nous en particulier, et en Angleterre. Bon, l'Angleterre est partie de l'UE en tant que telle, mais si on parle juste de chez nous, vous aurez le détail, on va pas parler là, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a laissé faire la bulle immobilière. Cette bulle immobilière a des conséquences énormes qu'on peut regarder sur un deuxième graphique que je vous montrerai. Et le deuxième élément après, qui explique l'explosion phénoménale actuelle, c'est en effet ce que tu dis, titre en euros. En fait, c'est tout simple. C'est la Banque centrale est en train de racheter les dettes publiques aux détenteurs de dettes publiques actuelles. Je vais vous prendre un exemple assez simple pour comprendre, parce que c'est quand même assez incroyable ce qu'ils sont en train de faire. L'État se finance comme il y a un déficit, l'État est obligé d'emprunter de l'argent aux plus riches, en fait, pour faire simple. L'État a décidé de baisser ses recettes. S'il y a du déficit, en fait, quand on regarde, on montre ça dans un graphique, on voit que ce n'est pas les dépenses qui explosent, c'est les recettes qui baissent. Pourquoi? Parce qu'évidemment, on enlève l'impôt sur la fortune, on enlève la taxe sur le patrimoine, il y a plein de choses qui font. Vous regardez, les recettes baissent sans arrêt de l'État. C'est quand même assez incroyable. Il y a déjà un déficit, il baisse les recettes. Donc ça fait du déficit, la fameuse dette. Ah là là, c'est terrible, regardez la dette tous les ans. Mais tous les ans, ils font de la dette. Les gens qui vous disent que la dette, c'est mal, c'est assez étonnant. Et donc, il y a des emprunteurs qui prêtent de l'argent à l'État. Alors,
Habituellement, ça se passe bien, c'est une façon de rémunérer son épargne sans risque, hein, historiquement dans les années 80, 90, 2000, 2010. Mais les dettes maintenant deviennent vraiment très importantes. Et surtout, il faut comprendre qu'elles se financent par une espèce de roulement. Donc, autrement dit, quand on prête de l'argent à l'État, on lui prête pour 5 ans, puis au bout de 5 ans, il vous rembourse. Donc l'État, en permanence, rembourse la dette. Mais comment il rembourse la dette? Ce n'est pas avec les impôts, c'est qu'il réemprunte la même somme. Donc quand l'État doit rembourser 100 à Pierre, il est obligé d'emprunter 100 à Paul. Donc pour que ça tienne, ce système de roulement, normalement ça se passe très bien, il faut qu'il y ait toujours quelqu'un qui prête de l'argent en permanence. Mais si l'État ne trouve plus l'argent, il sera obligé de faire défaut. Les impôts ne pourront pas rembourser ces sommes-là, elles sont trop grosses maintenant. Donc en fait, plus le temps passe, plus vous avez un risque de défaut des États. C'est déjà arrivé en Argentine, en 96, en Russie en 97. Donc il y a un risque finalement. Ce qui était historiquement sans risque, comme la dette de l'État maintenant est énorme, a un vrai risque lié à la confiance des marchés. Si les marchés ne prêtent plus aux États, les États sont en banqueroute. Et donc le fait d'endetter autant l'État fait aussi une pression des marchés financiers sur les États en disant attention, hein, si vous ne me faites pas la jolie politique néolibérale, on s'en va, vous votez Mélenchon, on vous détruit. En fait, c'est ces trucs-là hein, qu'il faut bien comprendre. Et donc, plus ça va, plus il y a un risque au niveau des dettes publiques. Qui détient les dettes publiques? Les plus riches, 80-90% de la dette publique, c'est détenu par les 10% les plus riches. C'est Bernard Arnault, prenons cet exemple-là, un peu caricatural. Bon, j'en sais rien s'il le fait vraiment, c'est pour que les gens comprennent. Donc Bernard Arnault a prêté l'argent de l'État, c'était bien, ça rapportait 5-6% par an, sans risque, bon, puis ça rapporte de moins en moins. Puis là, tout d'un coup, il est en train de se dire, quand même, ce truc-là, est-ce que ça va tenir encore 10 ans? J'ai pas envie de perdre les 100 millions d'euros que j'ai prêtés à l'État. Et là, ça devrait être son risque. Au pire, il devrait dire à Xavier Niel, hey, Xavier, là, j'ai 100 millions d'euros de dette publique, tu ne veux pas me les racheter parce que je n'ai pas confiance. Et Niel dirait peut-être, oui, je te les rachète, mais je te rachète 70 millions parce que je te fais une décote. C'est ton truc là, c'est risqué. Et en fait, ce n'est pas ça qui se passe. On n'est plus dans le marché, vous savez, le saint marché, la concurrence libre et non faussée néolibérale. Il y a la Banque centrale qui arrive et qui dit à Bernard Arnault, écoute, vieux, je te rachète 100 millions de la dette publique que tu as. Comment elle le fait? En fait, c'est ça simple pour elle. Elle crée l'argent. Hein, donc, ils vont à l'imprimerie, ils impriment 100 millions, ils les donnent à Bernard Arnault. Et donc, si vous comprenez bien, les riches, ils avaient une dette publique qui était rémunérée très, très sympathiquement, au lieu de payer des impôts, hein, d'ailleurs. Un risque. Et au lieu de porter le risque, et ça, c'est le grand classique du néolibéralisme, hein, c'est le néolibéralisme pour les pauvres, le communisme pour les riches. Hein. Il y a un danger pour les riches, hein, bougez pas, là le contribuable il vient ou la Banque centrale vient, ils lui ont racheté sa dette publique. Et c'est ce que vous voyez que la Banque centrale se gonfle de dette publique. C'est-à-dire qu'on sauve l'argent des plus riches, on leur enlève le risque de défaut, et maintenant c'est devenu dans la sphère publique. Donc autrement dit, cette dette-là, aujourd'hui, elle n'est pas annulée facialement, mais elle est quasiment annulée. De toute façon, c'est l'État qui doit de l'argent à l'État. Peu importe, il y a eu des débats sur ce qu'on rembourse, on ne rembourse pas la Banque centrale. L'année dernière, on s'en fout. En espèce, il ne va rien se passer, ça va rester comme ça. On ne va jamais rembourser cette dette, elle va rouler sans arrêt. Il faut bien comprendre que donc on a pris la Banque centrale et au bénéfice des plus riches, on leur rachète la dette publique, et c'est ce qu'on appelle en fait de la monétisation, qui a une conséquence qu'on va voir, c'est qu'évidemment, ça fait de la création monétaire, et donc la masse monétaire augmente assez fortement. Alors, donc la masse monétaire a explosé comme ça. Est-ce qu'il y a un danger pour nous? C'est-à-dire, ok, d'accord, la Banque centrale européenne, relayée, je crois, par les banques centrales nationales, a donné des sous aux riches pour qu'ils n'aient pas de crise d'ulcère. Mais est-ce que ça nous touchera un jour, nous? Eh bien, on voit les conséquences dans les graphiques suivants, si tu veux bien les parcourir. Les graphiques suivants, alors. Par exemple, les graphiques des prix de l'immobilier. Oui. Et c'est là qu'on se dit vraiment, il y a quelque chose qui se passe progressivement et qui appauvrit franchement les Européens, en tout cas les Français. Parce qu'on regarde le prix moyen d'un logement de 70 mètres carrés en France, on voit qu'en fait, il augmente de manière naturelle entre 1960 et environ 1985. Et puis, à partir de 85, à Paris, ça explose. En Île-de-France, ça monte aussi beaucoup à partir de la fin des années 90 et début des années 2000. En France, ça augmente aussi vraiment fortement, toujours à la fin des années 90. Mais à Paris, c'est l'explosion totale, c'est délirant, comme on peut le voir à l'écran. Est-ce que c'est cette création monétaire qui finalement se déploie dans les poches des plus riches qui entraîne cette inflation des prix des logements qui finalement peut nous amener demain à habiter, enfin les adultes vont finir par habiter chez leurs parents tellement ils pourront
plus acheter. Bien sûr. Ça, pour le coup, c'est un vrai ruissellement des plus riches vers les plus pauvres qui existe. On le voit très bien. Ici, c'est pareil, c'est un graphique qui est corrigé de l'inflation, donc normalement, le prix n'est pas censé bouger au fil du temps. Et on voit qu'à Paris, une spéculation colossale, les prix ont triplé depuis les années 2000. Triplé. Vous arrivez à 800 000 euros pour avoir un 70 mètres carrés. C'est délirant. Et on ne voit pas bien, ça augmente aussi sur les autres, en Ile-de-France et même en France. La courbe est un peu écrasée. Mais en fait, les prix ont doublé aussi en France. Il y a un 70 mètres carrés qui coûtait 40 000 euros dans les années 60, 40 000 euros actuels. Donc on a déjà corrigé de l'inflation. Oui, corrigé de l'inflation. On raisonne bien toujours à la valeur actuelle. Dans les années 60, un 70 mètres carrés, en moyenne en France, ça coûtait à peu près 40 000 euros. Et avant que la bulle explose à la fin des années 90, ça coûtait 100 000 euros. Maintenant, ça coûte 200 000 euros. Enfin, rendez compte, pour quelqu'un qui veut acheter un appartement, un jeune, qui n'a pas de patrimoine dans la vie, ce que ça représente pour lui. Et rien n'est fait pour lutter contre ça, parce qu'évidemment, ça continue à enrichir ceux qui possèdent ce patrimoine-là. On est dans une situation... En quoi la fabrication d'argent magique au profit des plus riches entraîne une augmentation du prix du logement? Pour que les logements augmentent, il faut, en tout cas dans ce contexte-là, il faut que la masse monétaire augmente, sinon vous n'avez pas assez d'argent pour prêter. La Banque centrale pourrait, si elle le souhaitait, lutter contre ça. Elle pourrait fermer le robinet du crédit, elle pourrait, ça existait dans les années 70 d'ailleurs, contingenter le crédit, pour faire en sorte que ces bulles n'explosent pas, parce que c'est des bulles qui ont des impacts. Le crédit, ça veut dire quoi? Par exemple, c'est-à-dire qu'on met limite, on dit cette année, voilà, il y a tant de dizaines de milliards pour le crédit immobilier, il n'y a pas plus, quoi. Donc vous le répartissez comme vous voulez, et donc vous diminuez les capacités à emprunter, mais en fait, c'est surtout que ça va diminuer les prix. Quand vous laissez faire la bulle, vous appauvrissez tout le monde. Il faut voir ce que ça représente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation où, si vous faites partie, si vous êtes employé, ouvrier, jeune, je ne suis même pas sûr que vous puissiez vraiment acheter. Quand vous aurez la quarantaine, vous pourrez peut-être acheter une cage à lapins à 1h30 de votre travail. Mais ce qui est fou, c'est même si vous êtes un jeune polytechnicien, peut-être que vous pourrez acheter une petite cage à lapins à une demi-heure de votre travail à Paris, mais ce sera une cage à lapins. Moi, j'avais des arrière-grands-parents agriculteurs, et une maison familiale tout à fait basique. Elle est grande, les pièces sont grandes, il y a des mètres carrés. Aujourd'hui, tu n'as plus de cuisine, tu n'as plus de salle de bain quand tu construis, parce qu'évidemment c'est tellement cher, tu ne vas pas faire un couloir qui est perdu à 10 000 euros le mètre carré. On a des conditions de logement qui en plus deviennent de plus en plus pénibles. Et puis il y a plein de gens qui se disent, j'ai acheté un logement, ok, j'ai 2 chambres, j'ai un enfant, j'hésite à faire le 2e ou le 3e parce que où je vais le mettre, je ne peux pas déménager, c'est hors de prix. Il y a des conséquences concrètes sur la vie des gens qui sont colossales. Et tout ça, c'est aussi lié par la volonté de laisser faire les bulles, par l'existence de la Banque centrale européenne. Ça, c'est un problème fondamental de l'euro, parce qu'il y a eu cette explosion en France délirante, il n'y en a pas eu en Allemagne. Et donc la Banque centrale, quand bien même elle voudrait faire quelque chose, elle ne veut rien faire, mais quand bien même elle voudrait, elle fait comment? Puisqu'elle est unique sur une zone qui évolue différemment. Donc en fait, on a laissé faire ça, on a laissé s'endetter les gens, on a laissez gonfler une bulle, et cette bulle, il est très probable qu'à moyen terme, elle explose. Et donc les gens... La bulle immobilière, bien sûr. Ça, vous voyez la tête des graphiques, vous n'allez pas dire que c'est normal et que ça va durer longtemps. En plus, il y a une pression du patronat et du gouvernement actuel pour stabiliser, voire pousser vers le bas les salaires. Or, ce sont bien les salariés qui sont des possesseurs de petits domiciles. Bien sûr, mais ça, c'est quelque chose de fondamental que les gens n'ont pas forcément conscience et qui est complètement absent du débat public. Moi, j'ai assisté en 2010 à une conférence où il y avait Trichet, qui était ancien gouverneur, il était parti de la Banque centrale européenne, et le type était là, il était tout content, disant oui, dans les années 80, il y avait de l'inflation, on luttait contre. Depuis qu'il y a l'euro, depuis qu'il y a la Banque centrale, regardez, dans les années 2000, il n'y a eu aucune inflation. Oui, c'est vrai, on peut discuter, mais enfin, il n'y a pas une grosse inflation, mais quand il dit inflation, il parle de l'inflation des prix à la consommation, de la baguette de pain. Ok, d'accord, ça n'a pas beaucoup augmenté. Mais ça sert à quoi si les actifs, en particulier les actifs immobiliers, ils doublent? Moi, j'aurais préféré qu'il y ait 3% d'inflation sur la baguette, mais que le logement à 200 000 euros, il soit resté à 100 000. Hein. Et ça, la conséquence sur ton pouvoir d'achat est beaucoup plus élevée. Oui, bien sûr. Mais le pouvoir d'achat et la vie, on parle de la vie des gens. Regarde, et le logement, c'est un truc, c'est rigolo, personne n'en parle jamais. Il n'y a pas un truc où on se dit, tu sais, il y a un système aux Pays-Bas où tu as des associations qui achètent du logement pour le louer. C'est un parc qui est semi-privé, qui est privé à but non lucratif, et donc qui a empêché dans ces endroits-là les prix d'augmenter. Ils ont laissé des loyers normaux, ils ont laissé des surfaces normales. Il n'y a aucune réflexion en France. Tu as entendu, toi, un candidat présidentiel dire non, le logement, il y a un problème, il faut faire quelque chose? Rien. Mais en France, il y a un parc social. Ça veut dire qu'en réalité, il pourrait aussi avoir un parc social pour l'achat.
Oui, non mais ok, mais on voit qu'on n'en fait rien. C'est pas dans les débats publics, c'est pas dans les propositions. En fait, tout le monde s'en fout des conditions de vie des gens. Et c'est ce qui montre d'ailleurs qu'on est dans un régime plutocratique, quoi. On s'intéresse uniquement au patrimoine des 10% les plus riches. Alors, donc on a parlé donc de cette bulle spéculative, de ce choix de faire filer le crédit et oui. C'est lié, c'est ça qui est intéressant. Tu dis pourquoi il me parle de l'actif de la BCE, ce mec? Ah oui, mais au final, c'est c'est vrai que le prix de mon loyer là actuellement ou le prix du logement que j'achète, il y a un lien quand même. Et là, il y en a un autre. Parce qu'il y a une certaine inégalité justement dans l'accès au crédit. La BCE crée beaucoup d'argent pour permettre aux gens d'emprunter, mais ce n'est pas tout le monde qui peut emprunter. Non, bien sûr. Et puis attention, hein, quand dans les emprunts, il y a les emprunts immobiliers dont j'ai parlé, mais il y a aussi tous les emprunts qui servent surtout au système mafio-financier, là, qui permet de la spéculation à outrance. Qui permet d'aller spéculer sur le prix des matières premières, sur le prix du pétrole, sur le prix des cacahuètes. Et ce système-là, il se finance aussi par des prêts des banques. Je ne peux pas parler de tout, mais il faut voir que ça joue énormément aussi dans ce système. Ce que fait la Banque centrale, c'est qu'elle essaye aussi d'empêcher l'explosion de ces bulles financières, parce qu'il n'y a pas que les bulles des actifs là qui touchent tout le monde, il y a aussi le prix des obligations, le prix des actions, le prix des matières premières. Enfin, il y a beaucoup d'endroits où il y a ce genre de bulles qui sont tenues fictivement haut par la finance. En fait c'est les suites de la crise de 2008. La crise de 2008, elle n'est pas finie du tout. Tout ce qu'on vit là depuis, c'est une fuite en avant. Ou comment je fais pour empêcher ce système financier de s'écrouler depuis 2008? C'est pas assez proche. Donc depuis la Banque centrale, elle crée de l'argent, mais attention, c'est pas fini. Le système. C'est-à-dire, par exemple, on a eu peur d'une explosion des bulles spéculatives après l'arrêt de l'économie à la faveur du Covid-19. Mais on a vu alors que la BCE a fabriqué massivement de l'argent pour le remettre à ceux qui risquaient justement de voir leur bulle exploser. C'est un peu ça qui s'est passé. Bien sûr, mais c'est ça qu'il faut comprendre. Si tu veux. C'est pas juste qu'elle est venue, elle a fait un truc, et puis bon, ouf, elle a résolu le problème. Bon, ok, ça a coûté de l'argent, mais on s'en est sorti. Non, non, pas du tout, en fait. Hein. Ce système, c'est comme un système qui est au bord de l'explosion, et vous remettez de l'argent dedans pour que ça explose pas, mais il est toujours au bord de l'explosion. Ou c'est comme si vous étiez en chute libre. Vous arrivez face au sol en 2008. Bon, la BCE, ce qu'elle fait, c'est qu'elle creuse des trous pour permettre à la chute de continuer. Mais au final, ça finira par toucher le sol. C'est ça qui se passe. Hein. C'est pas quelque chose de one shot qui a résolu le problème. C'est je continue à empêcher l'écroulement du système. C'est comme un système de Ponzi, vous savez, ces systèmes un peu de pyramide là où il faut qu'il y ait toujours quelqu'un qui rentre dans un système pour qu'il n'explose pas. Bon, ben voilà, il continue à mettre de l'argent dans ce système. Alors, il y a aussi un graphique qui nous résume les taux d'intérêt des emprunts d'État en France de 1990 en 2021. Et on se rend compte que ça baisse beaucoup. Le taux d'intérêt à court terme et à long terme même de l'État est aujourd'hui négatif. Ça veut dire que l'État ne dépense plus en empruntant. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que l'État doit en profiter justement pour reprendre un peu de pouvoir aux capitalistes, notamment agir sur des marchés comme le marché immobilier qui est instable? Est-ce que c'est une bonne nouvelle en gros? Est-ce que c'est le pendant de l'augmentation des titres de la BCE? Est-ce qu'il y a un piège? Ah oui, il y a un gros piège. En fait, ce graphique, il est formidable parce qu'il dit énormément de choses. Il est lié à plusieurs phénomènes dont on vient de parler. Effectivement, on voit les taux d'intérêt baissent fortement. Le taux d'intérêt, c'est une des bases d'un système capitaliste. Le système capitaliste, il existe pour que des gens prêtent, puisqu'il y a des gens qui ont trop d'argent, il y a des gens qui en manquent. Évidemment, le système capitaliste, il ne veut pas qu'on corrige les inégalités pour donner un petit peu de l'argent de ceux qui en ont trop à ceux qui n'en ont pas assez. Lui, il aime bien qu'on prête l'argent à ceux qui n'ont pas assez. Et donc, effectivement, on le fait moyennant un taux d'intérêt. Bon, ça existe depuis 2 ou 3 millénaires, hein, c'est pas nouveau. Alors, par contre, il y a quelque chose de nouveau depuis 2 ou 3 millénaires, c'est ce qu'on vit actuellement. C'est-à-dire que vous voyez qu'au fil du temps, les taux d'intérêt ont baissé. Alors bon, c'est plutôt bien qu'ils baissent un peu, les taux d'intérêt. Taux d'intérêt à 10% ou à 6%, c'est quand même lourd, hein, si on veut emprunter sur 10-15 ans. Mais là, on voit qu'on est arrivé à un moment où les taux sont négatifs. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire. Il a fallu qu'on invente les énarques à la tête des banques, à la tête de l'État, pour que les types se disent on va mettre des taux d'intérêt négatifs. C'est quoi un taux d'intérêt négatif? Court terme, il est à moins 0,5%, c'est-à-dire que quand vous empruntez de l'argent, vous empruntez 1 000 €, vous allez rendre 995 € à celui qui vous l'a prêté. C'est-à-dire que le type a perdu de l'argent en vous le prêtant. Je veux dire, c'est délirant. Vous imaginez que le bourgeois... Il a tellement peur de perdre beaucoup d'argent en ne faisant rien qui vous prête de l'argent pour perdre un peu moins. Oui, mais il faut bien voir le truc. Hein. Par rapport à un système capitaliste, c'est dément. C'est un signe que le système est à l'agonie, là, quand vous êtes à ce niveau-là.
Parce que tu imagines bien qu'à un bourgeois néerlandais du 15e siècle, tu leur disais, tiens, il y a un super truc, prête 1000, on va te rendre 995. Je crois que le gars aurait beaucoup rigolé, vous aurez souhaité une bonne journée, puis il aurait peut-être signalé votre cas aux instances médicales. On est dans ce système-là. Alors la question, c'est, mais quelles sont les conséquences et pourquoi? Parce que je répète, ça n'a jamais existé depuis 3000 ans. Donc là, on est en train de vivre quelque chose d'exceptionnel, personne n'est au courant. Alors pourquoi on en est là? On en est là pour plusieurs raisons. Bon, pourquoi ça baisse d'abord aussi fortement? Ça baisse parce qu'il y a trop d'argent. Et tout ce que crée la Banque centrale, elle est en train de gaver Bernard Arnault. Donc Bernard, non, pareil, hein, c'est pas en tant que Bernard lui-même, c'est en tant que symbole. Mais par exemple, Liliane Bettencourt, il y a quelques années, avait plusieurs centaines de millions d'euros d'assurance vie. Hein, c'était pas, et donc ils financent l'État. Hein, c'était pas juste du délire que je dis là. C'est très concret. C'est une façon pour eux de placer leur argent avec peu de risques, mais bon, une rentabilité pas très élevée. Pourquoi ça baisse? Parce qu'il y a trop d'argent. Quand Bernard Arnault vous rendez ces 100 millions qu'il avait donnés à l'État, bon, il est content, ouf, j'ai pas perdu mon argent. Maintenant, j'en fais quoi? Bon, alors je vais acheter un peu d'immobilier. Et hop, ça fait monter la bulle. Alors, je vais acheter des actions, des obligations, ça fait monter les bulles. Et après, il dit, bon, moi, je vais peut-être le prêter à des gens. Mais les gens, ils se retrouvent avec Bernard Arnault qui a trop d'argent, avec Xavier Niel qui a trop d'argent. Donc les mecs, ils négocient des prix bas, si vous voulez, des taux d'emprunt. Et donc ça fait baisser les taux d'intérêt parce qu'il y a trop d'argent dans le système par rapport aux demandeurs. Donc ça crée des bulles, ça fait baisser les taux. C'est pour ça que les taux baissent. Bon, regarde, c'est plutôt bien que les taux baissent. Mais on en arrive au stade où les taux sont devenus négatifs. Et là, vous êtes au-delà d'une baisse des taux. Vous êtes des taux négatifs. Pourquoi vous prêtez votre argent à quelqu'un qui risque de ne pas vous le rembourser, il y a toujours un risque, plutôt que de le laisser sur votre compte en banque? Parce que le compte en banque, c'est 0. Mais au moins, tu as mis 1000 sur ton compte en banque, au bout d'un an, tu as 1000. Si tu l'as prêté à moins 0,5, tu as 995. Il vaut mieux le laisser, il vaut mieux rien faire. Pourquoi ils ne le laissent pas dans la banque? C'est la preuve qu'ils n'ont pas confiance dans le système bancaire, ces gens-là. Les grands investisseurs savent qu'il ne faut pas laisser ça sur le compte en banque. Oui, pourquoi? Parce que la garantie des dépôts sur les banques, c'est 100 000 euros. Bon, ben, quand tu as 100 millions, autrement dit, si la banque fait faillite, tu récupères 100 000 euros sur tes 100 millions, c'est pas beaucoup. Et donc, ça veut bien dire que le système financier sait et comprend que le système bancaire, là, il est vérolé. Et c'est normal, il est vérolé depuis 2008. La Banque centrale, c'est ce que je vous dis, elle fait le trou pour qu'on ne chute pas tout de suite sur le sol. Enfin, il y a un moment, elle va arrêter de faire des trous quand même. Et donc, ils ont compris qu'il ne faut pas laisser l'argent là, ça va se cracher. On est bien d'accord. Il n'y a pas d'autre explication rationnelle à pourquoi je prête à moins 0,5 à l'État. En plus, c'est un État surendetté à plus de 100% du PIB quand même. Plutôt que de le laisser tranquille sur mon compte en banque. C'est donc ils savent, et ils sont dans le système. Ils savent très bien que c'est dangereux. Et ça, effectivement, on le dit assez peu aux gens. Et donc, vous voyez, ce graphique-là, il dit énormément de choses. Hein. Il vous dit que les riches, ils ont trop d'argent, c'est pour ça que ça baisse. Il vous dit que le système bancaire, il est vérolé. Et vous voyez les conséquences de ce que je vous disais tout à l'heure. Parce que quand la Banque centrale, elle rachète aussi en permanence des dettes publiques, ça fait baisser le taux des emprunts d'État. Tout est lié sur ces trucs-là. Et le dernier graphique, effectivement, c'est la masse monétaire en France qui explose. Alors, on n'a pas l'impression que la masse monétaire dans nos comptes en banque ou dans nos comptes d'épargne explose, mais la masse monétaire M1 en France, de 1970 à 2021, elle a explosé, surtout justement à partir de la fin des années 90. Bien sûr. Ça aussi, ça semble compliqué. C'est quoi la masse monétaire M1? C'est super simple. C'est le total des pièces et des billets, ça ne change pas, plus les comptes en banque. Donc là, ce que tu vois, c'est la somme des comptes en banque en France. Et tu viens pour certains, hein. Et tu viens de dire, ah oui, mes comptes en banque, ils n'ont pas. Le mien, et je ne fais pas partie des gens les plus à plaindre dans le pays, hein. Il est stable. Hein. Je n'ai pas eu d'augmentation, moi. Donc ça veut dire qu'en effet, quand la Banque centrale vient de créer de l'argent pour le donner à Bernard Arnault, tu as le compte de Bernard Arnault qui fait 100 millions en plus. Et c'est ça qu'on voit. Et là, ce que tu vois, je répète, en gros, c'est la somme de l'argent sur les comptes en banque des gens. Et donc, on voit que pour 80% des gens, eux, c'est rien. Et si pour eux, c'est rien sur 80%, tu imagines bien que les 20% des gens supplémentaires, à quel point ça a explosé. Je veux dire, s'il y a un spectateur prof de maths, vous remerciez la BCE, vous avez un bel exemple d'une exponentielle, en fait, hein, dans ce cas-là, pour le montrer à vos élèves. Mais c'est délirant, parce que ça, c'est la monnaie. Et dedans, ça porte des risques d'inflation, des risques de bulles colossaux qui, je répète, sont en train d'impacter la vie des gens de façon négative, en tout cas de 80% des gens. C'est sûr que Bernard Arnault va très bien, vous remercie, ne changez rien. Donc,
En gros, on se rend compte que finalement l'inflation des prix à la consommation n'est pas toute l'inflation, entre guillemets, qu'il y a des endroits où cette instabilité, cette folie va se nicher, notamment les prix de l'immobilier, etc. Et en fait, en réalité, c'est juste qu'ici tout va bien, quoi. À un moment donné, ça va péter. Ah mais la chute, répète, enfin, tant qu'on n'a pas touché le sol, jusqu'ici tout va bien. On est vraiment dans cette situation-là. Mais c'est ça qui m'intéresse. Et si je refais un lien avec notre projet, c'est justement que les gens comprennent ces trucs-là. Parce que ce que je vous ai montré là, c'est pas des choses très compliquées. Non, c'est des choses de base. C'est quoi? C'est l'argent qu'on a, c'est la banque centrale, c'est le prix de l'immobilier, c'est les taux d'intérêt quand on emprunte. C'est des éléments fondamentaux d'une économie. Si vous vous intéressez un tout petit peu, vous commencez par ça. Mais je répète, est-ce que vous avez déjà vu ces courbes-là? Non. Est-ce qu'il y a un débat sur ça? Il pourrait y avoir un débat sur ce qu'est en train de faire la BCE. Est-ce que la BCE est en train de mettre en danger notre argent pour faire en sorte que Bernard Arnault, surtout, il ne perde pas d'argent un jour? On pourrait avoir un débat sur ça, on pourrait en discuter. Est-ce que tu as ça? Tu n'as pas ça du tout dans les débats, dans les médias. Ils débattent de tout et n'importe quoi, les mecs, mais pas de ça, pas des choses fondamentales. Attends, je vais prendre un exemple sur les médias, parce qu'on en parle. La semaine dernière, je regarde, j'arrive, j'allume une chaîne d'infos, ce que je fais quand même rarement, et sûrement pas pour m'informer. Je regarde, il y avait un débat sur Pétain a-t-il sauvé des Juifs? Mais sérieusement? Putain, je me suis dit, le Gorafi a lancé une chaîne d'infos maintenant. Et tu as ça à la télé, et tu n'as pas des trucs fondamentaux sur que fait la Banque centrale. Est-ce que quelqu'un a voté pour ça? Est-ce que les députés ont au moins accepté ces trucs-là? Pas du tout. Hein. C'est devenu indépendant, ils font ce qu'ils veulent, les mecs. Mais c'est rigolo, hein. C'est les mêmes types qui bénéficient, ces mêmes plutocrates qui sont bénéficiaires de ce système. Ils sont indépendants pour le compte de certains. Oui, non, mais c'est ça le truc. En plus, il n'y a même pas de décision. On pourrait dire, putain, c'est ces salauds de la République En Marche, ils ont voté encore des trucs politiques. Ah non, ça, c'est même pas. Il n'y a aucune délibération avec un semblant démocratique là-dedans. Les types, ils ont décidé de faire ça en violation, ok, peut-être pas de la lettre des traités, hein. On pourrait discuter, il y a des débats, en tout cas de l'esprit. Hein. Enfin, je me rappelle des débats en 92, 95, quand on nous a fait la Banque centrale indépendante, l'euro, c'était la main sur le cœur. Attendez, la Banque centrale, au moins, elle va bien gérer la monnaie. Et ça, franchement, je ne suis pas ordolibéral allemand, mais je ne suis pas contre non plus. Hein. La monnaie, c'est un peu la base du contrat social. T'imagines s'il y a 10% d'inflation demain, une année? Ça peut arriver. Hein. Les salaires, ils ne vont jamais faire 10%. Quand tu es au SMIC, on t'enlève 10% de pouvoir d'achat, il te reste quoi? Tu passes d'une vie difficile à une vie noire, à la misère. Est-ce que quelqu'un s'occupe de ça? Rien. Tu sais, j'en ai parlé avec des banquiers centraux des années 70-80. J'aime bien parfois aller voir des gens qui ont 80 ans et leur dire, tiens, dans un monde de « il n'y a pas d'alternative », bah, tu vas voir comme ça quelqu'un qui a été justement dans ces grands postes-là, à une époque qui a pris un appel, mais surtout qui a vécu dans un autre monde. Moi, je sortirai un de ces quatre parce que j'avais fait ça, j'avais fait une interview de Fourcade, qui était ministre de l'économie sous Giscard. Bon, personne ne s'en rappelle. Le gars me dit, mais avant, oui, moi j'étais directeur des prix en France. Je fais, quoi, directeur des prix? Oui, c'est moi qui fixais tous les prix en France. Je fixais le prix de la 2 chevaux, le prix du poisson, le prix du truc. C'était fait par l'État. Et je me rappelle du PDG de Citroën qui était venu me voir pour savoir combien il fallait vendre la 2 chevaux. Enfin, tout d'un coup, le type te raconte ça, tu te dis, mais on est où là? C'est un autre monde. Et pourtant, on parle de quoi? On parle de Giscard dans les 30 Glorieuses. Hein. Je ne vais pas aller au Malawi ou au Venezuela. Hein. Waouh! Et tout d'un coup, tu vois, tu as cet effet de waouh. Et je suis sûr que dans 50 ans, il y aura un type qui ira voir un des mecs actuels. Quoi, vous aviez vraiment laissé faire la masse monétaire comme ça, les taux négatifs à moins 0,5? Vous étiez vraiment dit que ça allait bien finir, en fait, qu'il n'y allait pas avoir une énorme explosion, que ce n'était pas un problème du système capitaliste? C'est ça qui est intéressant, de se rendre compte de ce décalage avec le manque d'information finalement des citoyens et le manque de débat sur les sujets fondamentaux, parce qu'on est complètement pollué par des débats dont on se fout royalement, quoi. Et c'est pour ça que tu considères que l'atmosphère en France, elle n'est pas terrible en ce moment et que les médias mainstream ont un rôle dans la fascisation de la société, en tout cas la croissance exponentielle des thèses fascisantes et des thèses un peu délirantes. Bah, c'est vrai, parce que tu vois, quand j'ai lancé mon blog il y a 10 ans, en fait, moi, comment tu as dit, je suis actuaire, donc statisticien. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est d'avoir des données fiables, solides. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup de mal avec le mensonge, ce genre de trucs. Et j'étais plongé tout d'un coup dans la crise de 2008-2009, qui durait depuis 2-3 ans. Puis j'entendais les débats. Je disais, mais les mecs racontaient n'importe quoi.
n'importe quoi. Alors ça a empiré depuis. Mais je me suis dit, enfin, c'est pas possible. Il faut revenir quand même à quelques bases fondamentales, expliquer aux gens ce qui est en train de se passer au niveau du système bancaire, du danger des banques. Enfin, moi, j'avais été auditionné par la commission là, de la fameuse loi bancaire de Hollande, qui était juste une simagrée assez hallucinante. Mais pour dire, il faut séparer les banques, il faut les couper, elles sont trop grosses, ça mettra moins de risques dans le système, ça mettra plus de concurrence, rendez-vous compte, ce serait cool. Alors, les mecs, ils n'en avaient rien à foutre de ce système-là. Et donc, j'ai créé ça parce que je me dis qu'il y a quand même une propagande économique qui est délirante. Mais il se trouve qu'après, j'ai aussi été beaucoup influencé par la pensée de Noam Chomsky. Noam Chomsky qui a donné une interview aussi à Elucide. Qu'on a sorti samedi, une formidable interview vraiment de Noam Chomsky, qui d'ailleurs dedans pointe vraiment du doigt ce besoin d'éducation des gens. Il emploie des mots durs, hein. Il dit la survie de l'espèce, ça tient à l'éducation des gens. Et en attendant qu'on ait vraiment un système qui marche bien, il faut au moins des alternatives au niveau des médias pour que les gens soient informés. Et vous en êtes d'ailleurs un excellent exemple, quoi. Et c'est vrai que c'est fondamental, ce truc-là. Et je me suis rendu compte, justement, dans ces analyses Chomsky des médias, en fait, à quel point la propagande que j'avais vue sur le système économique touchait tout, en fait. Tout est comme ça. Après, je m'étais intéressé à la propagande de guerre à l'époque, sur 2-3 zones de conflit qui mettait vraiment malheureusement en avant les principes de la propagande de guerre d'Anne Morelli, par exemple, qui sont toujours, on va faire la guerre, mais alors nous, on ne veut jamais faire la guerre, c'est jamais pour des intérêts particuliers, hein. Nous, on fait la guerre vraiment, c'est pour le bien de l'humanité. En face, c'est toujours des barbares. Le chef en face, c'est toujours le diable. Et puis, de toute façon, la moindre personne qui est contre la guerre, de toute façon, c'est un traître qui est à la solde de l'ennemi. Et c'est ce genre de truc qu'on a vu en Ukraine, qu'on a vu en Syrie, qu'on a vu en Libye, des mecs qui s'opposaient à la guerre de Libye à l'époque étaient traités comme des chiens, quoi. Et c'est toujours pareil. Et oui, c'est pourtant. Et moi, je l'ai fait un peu, et c'est bon, j'ai pris cher quand même, hein. Et pourtant, je ne suis pas allé bien loin. J'ai quelqu'un, moi, de dire attention, nous excitons pas trop, revenons aux données, tout n'est pas blanc et noir. Oh, tu te fais défoncer quand même dès que tu es en train de mettre le doigt sur les mensonges d'une propagande mainstream de guerre. Toujours très violent, ça. Mais en fait, tu as la même propagande, certes peut-être moins violente dans les réactions sur l'économie, comme on l'a vu. Et l'idée, voilà, c'est de sortir de ça, parce qu'aujourd'hui, le système médiatique. Mais tu dis qu'en fait, c'est cette propagande. Alors, quel est le lien entre les mensonges économiques des possédants et de ceux qui leur servent la soupe et la fascisation de la société, en tout cas la montée des thèses absurdes, les débats sur Pétain qui aurait sauvé des Juifs, les débats quotidiens sur des thèmes affolants? C'est quoi le lien? C'est une société, si tu veux, qui est en déclin et qui est perdue, en fait, hein, qui est perdue parce que les gens commencent à se rendre compte que l'avenir n'est pas aussi rose que ce qu'on essaie de leur vendre. Qu'économiquement c'est super dangereux, qu'au niveau de la planète c'est pas terrible, que même au niveau sanitaire, il peut y avoir des dangers qui viennent, on ne savait même pas d'où. Nos vies changent du jour au lendemain, on nous explique qu'il faut être à la maison à 18h, enfin c'est fou, quoi. Et donc les gens commencent à comprendre que faut faire attention, il y a quand même un problème là, qu'on n'est pas sous les 30 glorieuses, qu'il ne faut pas s'imaginer qu'on va continuer à avoir le genre de gain qu'on a au moment où la Chine se développe, l'Inde se développe, l'Afrique se développe, l'Amérique se développe. Donc, en fait, il va y avoir une concurrence aussi pour l'accès aux ressources, qui va être compliqué. Et donc, de nombreux enjeux. Et je pense que les gens se rendent compte aussi que en Occident, on n'est plus vraiment intellectuellement outillé pour gérer ça. Je veux dire, notre système qui est un système fondamentalement non démocratique. De toute façon, c'est quand même assez évident. Et je répète, le contraire de la démocratie, c'est pas la dictature du tout, c'est la non-démocratie. Alors effectivement, la dictature, c'est une non-démocratie, ce qu'on vit est une non-démocratie. J'ai un ancien ministre de l'économie aussi qui m'avait dit, quand je me disais, comment vous qualifieriez le système actuel, il m'a dit, c'est une monarchie élective influencée par une oligarchie discrète. C'est une jolie phrase, en fait, et c'est vrai qu'elle est assez vraie. Par exemple, cette phrase, on peut la classer dans le catalogue des propos complotistes. Pourquoi? C'est une façon de voir. Regarde, je te pose deux questions très simples. Est-ce que tu peux me citer une loi, qu'a voulu Macron et qui n'a pas été votée par le Parlement? Voilà, non, ça je peux pas. Ok, je te pose la question réciproque. Est-ce qu'il y a une loi qui a été votée par le Parlement et que ne voulait pas Macron? Peut-être pas. De toute façon, quand ça ne fonctionne pas, il fait des décrets. Non, d'accord, mais donc, finalement, toutes les lois votées en France sont décidées par Macron. Oui, on peut dire ça. Et c'est le système institutionnel qui fait ça. C'est la définition d'une monarchie. C'est une monarchie à durée déterminée. Et on a élu un monarque qui fait ce qu'il veut. Et il vous le dit, hein. Il dit, ouais, j'assume. Qu'est-ce que tu assumes? Tu as fait un référendum, si c'est non, tu t'en vas? Non, tu dis juste j'assume, en fait, mais tu t'en fous. Tu diras, ouais, on verra dans 5 ans. Puis dans 5 ans, tu auras un clown, ou tu seras réélu, ou c'est un clown, ou un clone qui sera élu à ta place et qui fera la même chose. Donc, ouais, le système, il est pas. De toute façon, moi, je considère que le système, déjà, c'est difficile de savoir quand un système. Je disais ça parce qu'en fait, une manière aussi
d'empêcher la réflexion d'aller trop loin, c'est de cataloguer, d'accuser ceux qui, justement, posent des problèmes de fond à la racine, de tenir des propos complotistes. Or, les propos complotistes existent vraiment, mais l'amalgame fait entre les propos, disons, radicalement troublants et les propos complotistes fait que finalement, on laisse prospérer le vrai complotisme en égalisant tout. Bien sûr. Avant de te répondre sur la partie complotiste, tu peux regarder d'où vient le complotisme, et c'est ça qui est intéressant. Quand tu as des analyses chomskistes, il était sur un modèle d'avant les réseaux sociaux. Donc c'était un modèle qui existait jusqu'aux années 2000, en fait, qui était un système de propagande du pouvoir par ces médias sur la population. Il t'explique très bien qu'en pseudo-démocratie dans laquelle on est, la propagande, c'est l'équivalent de la matraque dans les dictatures. Quand tu es en dictature, on te casse la gueule, tu te tais, sinon je te tape. Bon, en démocratie, il faut être plus subtil. Il faut que j'essaie de te convaincre que oui, on s'occupe de toi, que les décisions qui sont prises par les plus riches, c'est pour ton intérêt. Et donc, c'est la propagande qui sert à ça. On avait donc cette propagande du haut vers le bas, et les gens se rendaient compte, en tout cas une partie, que les gouvernements mentent. Parce que c'est vrai, les gouvernements mentent. Et donc, il est important de comprendre quels sont ces mensonges et de pouvoir s'y opposer. Et ça, c'était le modèle précédent. C'est ce qu'on disait souvent, méfiez-vous quand même de la propagande du gouvernement. Bon, maintenant est arrivé avec les réseaux sociaux une réaction à ça, parfois violente, et à raison souvent, parce que c'est dégueulasse ce qu'ils font. Hein. Tu sais, sur les armes de destruction massive en Irak, on les attend toujours. Hein. La conséquence de la guerre en Irak, c'est Daesh, c'est le Bataclan. Hein. Enfin, attention, tout ça, c'est lié quand même. Face à ces réactions-là, on s'aperçoit que sur les réseaux sociaux émerge parfois de la bonne info, vous en êtes aussi un exemple, mais aussi il y a tout et surtout n'importe quoi. Et tu te mets à trouver des manipulateurs, des charlatans, des polémistes, des gourous de sectes que tu vois naître sous tes yeux, et donc les citoyens sont perdus. Et donc face à ça, ils essayent de trouver des gens sur lesquels ils peuvent avoir confiance pour démêler le vrai du faux, parce qu'ils n'ont pas le temps. Hein. Quand tu bosses, tu ne vas pas passer des heures à comprendre. Et donc, face à ce système-là, face à ce n'importe quoi qui est aussi venu des réseaux sociaux, ça a donné une arme phénoménale aux classes dirigeantes, aux élites, soi-disant, hein, aux élites de bas niveau. Hein. En parlant de ces élites, quand même, faut que je te dise, faut bien voir que ce régime plutocratique qui existe toujours, ça se greffe aussi d'une nullocratie colossale. C'est les plus nuls qui sont au pouvoir. C'est quand même frappant. C'est ça qui inquiète les gens aussi. Pour ça qu'il y a du complotisme, parce qu'on n'a pas confiance. Comment tu veux avoir confiance dans des Macron? Comment tu veux avoir confiance dans le gouvernement dans lequel on a? C'est pas pour être méchant. En plus, j'aime pas trop, mais sérieusement, quoi. Enfin, tu prends toujours, il y avait en sortie conseil des ministres, tu avais Castex, tu avais Schiappa et Darmanin qui parlaient. Enfin, je te jure, il manquait le rideau de fer, on se serait cru chez les Deschiens, quoi. Mais c'est hallucinant d'avoir des trucs comme ça. Donc les gens, ils n'ont pas confiance. Donc après, la parole publique, elle est complètement perdue. Et donc, effectivement, tu as cette espèce de complotisme, comme tu dis, qui parfois existe. C'est vrai qu'il y a cette espèce de gens qui s'imaginent des complots partout. Ok, enfin, ces gens, ils sont minoritaires dans ce qu'on appelle complotistes. Mais ça a donné... Parce que vraiment, je déteste ce mot, complotiste, hein, parce que c'est une façon d'évacuer les gens du débat, en fait. On ne veut pas débattre avec eux, on va dire « t'es complotiste ». Et ça, c'est une arme au service des puissants, qui vont dire « Ah, regardez, c'est des complotistes, c'est des gens pas comme nous ». Et puis, de toute façon, si tu regardes, c'est le populo, souvent. Hein. Et c'est quelque chose, moi, qui me frappe toujours, cette distanciation, comme si le complotisme, c'était un virus, en fait. Tu as le virus. Et par chance... les mecs éduqués, les journalistes, les élites, ils ont le vaccin, hein, ils sont pas. J'ai vu qu'il y a un livre qui va sortir. Je sais pas, il a l'air intéressant en plus. Je ne l'ai pas lu, mais le titre est intéressant. Dans la tête des complotistes. Attends, comment ça? Mais ça veut dire quoi? Qu'il y a un monde, il y a une barrière, là, il y a des complotistes. On va regarder. Ah, moi ça va, je suis par chance, je suis pas complotiste. Or, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand tu regardes ces élites. Mais la plupart, elles sont aussi complotistes. Quand elles parlent de la Russie ou de la Chine, des fois. Évidemment. Évidemment. Alors, ce n'est pas tout à fait le même complotisme. OK, il est un peu plus intellectualisé, mais en pratique, c'est toujours du complotisme. C'est quoi? C'est on nous cache un truc, et quand tu leur dis, parce que parfois c'est vrai, puis parfois il y a des complots. Hein. Il y a comme des complots, il y a des gens qui en voient partout, il y a des gens qui en voient nulle part, les deux sont problématiques. Et quand tu leur dis, mais oui, les Russes et le Brexit, vous avez la preuve là qu'il y a un lien? Les mecs, ils n'en ont pas. Or, c'est la définition du complotisme. Ou en tout cas, si tu n'as pas la preuve absolue, parce que tu n'as pas toujours la preuve d'un complot, au moins, est-ce que tu as un vrai faisceau d'indices solides qui te laisse à penser que c'est quand même probable? Les mecs, ils n'en ont pas. Et c'est ça qui est très drôle. Hein. Tu as 90% des gens qui, à un moment ou à un autre, ont une pensée complotiste. Et puis, regarde, on a le droit d'avoir ses opinions. Mais voilà, ce qui est vraiment dégueulasse, c'est cette façon... Il n'y a pas d'instance, les médias publics, par exemple, vers qui on pourrait se tourner pour... Mais c'est leur boulot, normalement. C'est bien leur boulot de faire ça. Quand les gens sont perdus, il faudrait avoir des médias qui te disent « non, attendez, voilà quand même les choses, voilà où on en est ». Et ils ne font pas ce boulot.
Parfois, ils essayent un peu. Mais tu fais comment quand tu as Blanquer un jour qui arrive, qui te dit « Oh, bah tiens, regardez, les serveurs d'éducation nationale, oh, bah, ils ne marchent pas le premier jour. » C'est une attaque de l'étranger. Tu te rends compte, une attaque de l'étranger. Tu as le ministre de l'Éducation qui vient te dire ça. Et qu'est-ce qui se passe? Rien. Tu te dis, attends, si c'est vrai, il y a vraiment un pays, bon, tu dois avoir que ça à foutre, hein, comme un pays qui se dit, tiens, je vais empêcher les enfants français d'aller à l'école le premier jour où je démarre le truc. Alors tu sais que ce sont les serveurs ça a été bien fait par les nuls. Bon, toujours les nuls ne sont pas capables de faire un système. Ça passe, crème. T'as pas de commission d'enquête parlementaire. Moi, je voudrais une commission d'enquête parlementaire. C'est vrai ou c'est pas vrai? Parce que ou c'est vrai, on va faire des sanctions contre le pays, ou le ministre est dégagé immédiatement. C'est un danger public, ce type. Ben non, de toute façon, il se passe tellement rien que quelques jours après, il revient en disant on a donné de l'argent aux pauvres, ils achètent des télés grand écran, avec l'argent des impôts, rendez-vous compte. Bon, n'achetez plus des télés. Écoutez Blanquer, il ne faut plus l'écouter, ce mec. N'achetez plus des télés. Internet, c'est très bien. Trouvez-vous, regardez le média, regardez d'autres chaînes. Mais arrêtez, quoi. Plus, non, il faut les faire plaisir à Blanquer. Ça peut se justifier dans le cas de la location rentrée scolaire, c'est tout bénef. Oui, non, mais enfin, je veux dire, ces gens c'est n'importe quoi. En plus, il ment, le mec. Oui, c'est pas du complotisme, ça? C'est parce que c'est pas une pensée complotiste de se dire l'argent que j'ai donné aux pauvres, ils ont rendez-vous compte, déjà qu'ils n'arrivent pas à vivre, les mecs. Ouais, c'est pour s'acheter des grands écrans, qui en plus coûtent plus rien maintenant. Enfin, waouh! Alors que les mecs, ils s'achètent des homards tous les 4 matins, quoi. Enfin, waouh! Et c'est ça, et après on va dire le complotisme, c'est pas. Comment ça se fait que quand il y a une crise sanitaire, les gens, ils n'écoutent plus les pouvoirs publics? Ah ouais, c'est vrai, c'est étonnant quand même, avec un ministre de l'Intérieur mis en examen pour viol, un tel ministre de la Justice qui est mis en examen. Je pense que Dupond-Moretti, ça doit être unique dans les annales. Un ministre, il est mis comme ça en examen, il est toujours en poste, mais alors, il est mis en examen pour son travail de ministre. D'habitude, quand ça arrive, ouais, c'est parce que tu as fait un truc 5 ans avant qui traite. Non, son travail de ministre, il est là, 3 mois après, il met en examen, le mec. Il est toujours là. Bah, attendez, tu mets Marine Schiappa. Non, mais c'est bien une influenceuse beauté, mais en ministre. Et après, les gens ne sont plus confiance. Mais mettez des gens bien. Non, parce qu'en plus, la République En Marche, c'est un représentant des élites. Il y a des gens bien quand même dedans. Je ne suis pas d'accord, mais il y a quand même des gens qui tiennent la route. Mieux que ça, quand même. Mais pourquoi? Mais c'est vachement intéressant. Parce qu'il n'y a plus de pouvoir en France. Tout le pouvoir, maintenant, il est mis hors du champ démocratique dans les instances à Bruxelles et compagnie, sans faire de fixette. Mais en vrai, tu as du talent aujourd'hui. Tu ne vas pas faire homme politique. Qu'est-ce que tu vas foutre? Tu arrives au gouvernement. Ton seul pouvoir, c'est de tweeter des trucs, quoi. Ça s'arrête là. Tu peux plus prendre une décision. Quel est le mec aujourd'hui qui peut dire « Ah bah tiens, on va augmenter le SMIC, on va donner une semaine de congé en plus, on va faire des instances sociales ». Tout ça, c'est interdit par le système néolibéral. Et c'est le piège d'appeler ça Union européenne, d'ailleurs. Maurice Allais appelait ça joliment l'organisation de Bruxelles. Il faudrait dire l'organisation néolibérale de Bruxelles. Quand bien même tu aimes l'Europe, tu veux faire des trucs, mais c'est très bien, mais il y a 50 façons de la faire, l'Europe. Et ce cas-là, on l'a fait d'une façon non démocratique, et elle est faite. Et l'euro, c'est un instrument pas monétaire, c'est un instrument de domination des populations. Moi, je cite toujours Alain Madelin en 92, parce que les libéraux, parfois, ils sont vraiment extrêmement honnêtes. Et sa déclaration de voter pour Maastricht, c'est l'assurance vie que vous n'aurez plus jamais une expérience socialiste en France. Mais il a raison, on ne peut plus avoir une expérience socialiste en France. Mais on ne peut pas avoir non plus une expérience même néolibérale au sens friedmanien du terme, parce que Milton Friedman, il verrait la Banque centrale là, mais il irait s'immoler devant la Banque centrale, hein, tellement que c'est fou ce qu'ils font, ces types. Hein, on a vraiment dépassé le néolibéralisme, on est sur une phase financiariste, laissez-fairiste, façon années 20, qui finira par la même crise que dans les années 20, c'est-à-dire en 29, quoi. Ouh là là, Olivier, tu ne nous rassures pas, mais en tout cas... Mais il faut le comprendre. L'idée, c'est de comprendre et s'y préparer. Comprendre ce qui nous arrive, ce qui risque de nous arriver, ce contre quoi on doit se battre, ce qu'on doit essayer de mettre dans l'agenda public, dans l'agenda de la discussion publique. Et c'est pour ça que les médias indépendants, comme Élucide, comme le média, existent pour, disons... redonner le pouvoir aux citoyens. C'est ça, quand tu as compris, tu as le pouvoir et tu peux demander qu'ils arrêtent de faire leur saloperie. Donc vous pouvez, si vous en avez moyen, vous abonner à Élucide. Et ça vous permettra aussi de rendre certains articles gratuits pour le grand public. Merci beaucoup, Olivier. Merci. Et on vous dit au revoir. À la prochaine.